Bonjour à tous les amis. Après les 3 dernières vidéos de la semaine dernière sur la couleur, je vous propose un sujet cette semaine un petit peu plus léger, un peu moins prise de tête. Quoique. En effet, cette semaine, on va parler dans cette vidéo verte des appareils photo hybrides. Sujet assez clivant, très clivant même, soumis à beaucoup de critiques et à de réactions en tout genre. Je vous demande donc d'être compréhensif et surtout d'avoir l'esprit ouvert sur le fait qu'on puisse avoir un parti pris et surtout qu'il ne soit pas le même que vous. Voilà. Donc je dis ça parce que j'ai suscité beaucoup de réactions dans la vidéo Canon versus Nikon et je ne voudrais pas m'attirer encore les foudres de tout le monde puisque dans cette vidéo je vais aussi exprimer un parti pris et qui n'engage donc que moi. C'est un avis personnel et donc voilà. Après, c'est pas forcément ce qu'il faut penser, hein. Les vidéos sont jamais faites dans cet esprit-là. Par contre, je donne mon avis personnel parce que ça peut servir à des gens. Dans une première partie, je vais donc vous montrer quels sont tous les avantages du boîtier hybride, et ils sont très nombreux. Et dans un deuxième temps, je vous donnerai mes impressions et mes ressentis sur ce genre de boîtier. Si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i qui s'affiche ici. Donc pour cliquer sur la fiche, vous pouvez me retrouver sur le Facebook, sur le site internet, etc. Alors on va déjà voir un petit peu la différence fondamentale entre un réflexe et un hybride. Le nom du réflexe vient de sa visée en réalité. On parle de visée réflexe. La lumière rentre par l'optique, puis elle est renvoyée par un miroir à 45 degrés, en général sur un pentaprisme, qui par un jeu d'angle bien défini renvoie la lumière à l'horizontale. Cela nous permet donc de voir la scène à travers notre objectif. Durant le déclenchement, le miroir se lève et laisse le capteur qui se trouve derrière être exposé à la lumière. Durant ce laps de temps, vu que notre miroir est en position haute, eh bien on ne voit plus rien à l'intérieur. On voit noir à l'intérieur du viseur. Ce qui est normal, puisque le miroir ne renvoie plus à 45 degrés l'image que l'on peut voir à travers l'optique. L'appareil photo hybride fonctionne un peu différemment. Il ne possède pas de miroir et de prisme. L'image est donc directement projetée sur le capteur. La visée est donc électronique. Quand il y en a une, attention, tous les hybrides ne sont pas dotés d'un viseur électronique. Et ce que l'on voit dans le viseur reprend en temps réel, ou quasiment réel, les informations du capteur. Pour faire une analogie, c'est un petit peu la fonction Live View de n'importe quel réflexe lorsqu'on prend des photos avec l'écran arrière. Sauf que l'image est projetée à l'intérieur du viseur, là où on regarde. On le voit sur le schéma, cela a un avantage indéniable. Le gain de place. Plus besoin d'un miroir incliné, plus besoin de prisme, donc on gagne énormément de place. Pour la petite histoire, il y a une légende qui circule et qui dit que c'est Pentax qui a inventé le pentaprisme et que c'est pour ça qu'il s'appelle Pentax. Bon. Même si en 1952 est apparu le Asahi-Flex, qui est un petit peu le réflexe qui appartenait à la marque ancêtre de Pentax, ou le Contax S de 1949, qui furent les premiers, ou en tout cas dans les premiers réflexes avec un prisme, c'est en réalité Zeiss-Ikon qui en 1941, après 3 ans de recherche, a déposé un brevet sur la visée réflexe. Et le premier réflexe à prisme est en réalité le Rectaflex, en 1948. Et c'est italien et personne ne connaît. Bref, on passe. L'hybride a l'avantage d'allier le meilleur du monde du réflexe et de l'appareil photo compact. Un boîtier plus petit et des fonctionnalités équivalentes. On verra par la suite que c'est pas toujours vrai. Les points forts de l'hybride. Si on devait donner un premier point positif de l'hybride, c'est bien sûr sa taille et son poids, son gabarit quoi. Pour un hybride comme le Nikon 1 AW1, seulement 11 cm de large, 7 cm de hauteur et environ 4 cm d'épaisseur. On comprend bien donc que c'est beaucoup plus petit qu'un réflexe. Cela laisse envieux d'ailleurs tous les détenteurs d'appareils photo réflexe. Et pour un poids de seulement 360 grammes avec sa batterie, un gain d'espace et de poids faramineux. Et en plus vos cervicales vous remercient. Puisque quand vous avez ça autour du cou toute la journée, c'est quand même vachement plus agréable. Le deuxième point positif, c'est son viseur électronique. Ça me fait vraiment mal de dire ça, mais il va falloir que je m'explique sur le sujet. Pour moi, le viseur électronique est une réelle avancée technologique, et c'est quelque chose qui révolutionne vraiment le monde de la photo. Ça, c'est indéniable, tout le monde le dit, et ce, depuis environ 6 ou 7 ans. La marque Sony, avec son fleuron l'Alpha 7, est un exemple très représentatif de ce que je suis en train de dire. Le viseur électronique a un avantage certain sur le viseur optique, puisqu'il rend une image qui reprend les informations du capteur. Ça veut dire en gros que vous voyez en direct le rendu de votre image, avant la prise de vue. Si elle est sous-exposée, surexposée, c'est visible. La température de couleur également, etc., etc. Certains appareils récents vous proposent aussi, par scintillement, de voir votre zone de netteté.
mais c'est vraiment insupportable pour les yeux. Attention, beaucoup d'appareils hybrides à moins de 800 € ne sont pas toujours dotés de viseur électronique. L'exemple du Nikon 1 AW1 de tout à l'heure en est un exemple. Il est cher aussi parce que il est étanche. Donc c'est une petite particularité, mais on s'en fout un petit peu. Autre avantage, c'est le bruit. Vu qu'il n'y a pas de miroir, il n'y a plus de bruit au déclenchement, ou en tout cas, il est fortement atténué, voire même inexistant selon les modèles. Autre tout petit avantage, lorsque vous shootez en extérieur par grand soleil, vous avez la possibilité de regarder vos photographies à l'intérieur du viseur, ce qui est quand même très appréciable. Parfois, par grande luminosité, on se rendra compte avec un réflexe qu'on a du mal à regarder les photos derrière son écran. Ce qui va là, par exemple, aussi avec un portable. Vous avez certainement remarqué ça, on voit mieux à l'ombre que quand on est au soleil, lorsque le soleil est très puissant. Voilà, donc autre petit avantage, on peut regarder ces photos à l'intérieur, ce qui, pour l'œil, est quand même plus agréable. De manière générale, sur les hybrides milieu de gamme, entre 800 et 1200 €, on retrouvera des boîtiers assez complets de manière technique, pour la technique photographique. Il faudra quand même souvent moduler un petit peu les raccourcis et les boutons de réglage. Et oui, sur un équivalent gamme expert, c'est-à-dire des boîtiers expert réflexe, on va dire, voilà, donc type D7200 pour les Nikonistes, etc. J'ai pas forcément l'équivalent Canon, mais vous vous reconnaîtrez en tout cas, vous avez un petit peu plus de place pour mettre des choses et vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les menus pour avoir accès à certaines fonctions. Exemple bidon, la touche bracketing, ou des raccourcis pour choisir le fait de shooter en rafale ou en single sans entrer dans les menus. Quelque chose de physique, une molette ou quelque chose comme ça sur le boîtier. Alors ne me sautez pas dessus, c'est pas valable pour tous les boîtiers, encore une fois. Ne commencez pas à me dire « oui, moi j'ai un hybride et ça, j'arrive à le faire ». Bon, très bien. Et c'est logique, vu que les boîtiers sont beaucoup plus petits. Et on est un petit peu restreint. Dans cet état d'esprit, on ne retrouvera jamais non plus d'écran déporté. Pour moi, c'est vraiment rédhibitoire, aujourd'hui en tout cas, vu mes habitudes de prise de vue, puisque je l'utilise en permanence. En revanche, on retrouvera souvent des boutons FN, même sur des hybrides entrée de gamme. C'est très appréciable pour personnaliser un petit peu votre boîtier. Vous pouvez y mettre ici n'importe quoi. Et ça, c'est quand même intéressant si vous avez des besoins particuliers. De ce point de vue, les hybrides ont un grand pouvoir d'adaptation, puisque quasiment tous les boutons sont personnalisables, à partir d'une certaine gamme, bien sûr. C'est aussi le cas de tous les réflexes moyen de gamme et haut de gamme. Par contre, bonne chance si vous n'avez pas fait, entre guillemets, normal sup, parce que c'est souvent des usines à gaz. Mais en tout cas, vous pouvez personnaliser tous vos hybrides. Donc ça, c'est un point positif pour eux. Ils s'adaptent quasiment à toutes les situations et à tous les systèmes de raccourcis. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. L'appareil photo Nikon que j'ai cité précédemment est absolument scandaleux pour quelqu'un qui a une utilisation assez régulière en photographie. Pour régler ses ISO, par exemple, il faudra rentrer à l'intérieur d'un menu. Ce qui est vraiment quelque chose qui peut devenir rapidement un problème pour un photographe qui shoot par exemple en mode A ou en mode M. Donc attention à la gamme d'hybrides que vous choisissez. Ils sont très loin d'embarquer tous les mêmes fonctions et les mêmes technologies. Du reste, d'un point de vue de la qualité des images que l'on sortira, les hybrides et les réflexes ne se différencient quasiment pas. On retrouvera les mêmes choses. Avec la gamme débutante, on fera du débutant, avec la gamme pro, on fera du pro. Les réflexes ne sont pas moins bons et certainement pas meilleurs non plus. Les grandes différences entre les deux, c'est donc le mode de visée et l'encombrement. Et vous allez voir qu'à peu près tout ce que j'ai dit avant peut être soit nuancé, soit même carrément contredit. Prenons l'exemple du poids. Si je prends un D3200 de chez Nikon et le Fuji X-T2, j'ai eu la chance de tester le Fuji en situation réelle, puisque je l'ai fait même dans le bois de Vincennes, se reconnaîtra qui voudra, et j'avais à la maison le D3200, pour m'amuser un petit peu à une certaine époque, que j'ai filé d'ailleurs à quelqu'un. Donc, je parle de boîtiers que je connais. En outre, le fait qu'ils ont tous les deux un capteur APS-C d'environ 24 millions de pixels. Ce sont des appareils photo qui ne jouent pas vraiment dans la même cour. L'hybride vaut aux alentours de 2000 € en kit, et le D3200 vaut aux alentours de 500 € en kit. Et pourtant, ils font le même poids, l'un et l'autre. L'hybride est même un tout petit peu plus lourd de quelques grammes. Bien évidemment, si on compare à un réflexe de sa catégorie, il remportera la partie. Mais c'était aussi pour montrer que la différence n'est pas toujours aussi importante que ça entre l'hybride et le réflexe. L'hybride n'est pas toujours un poids-plume, surtout si on veut quelque chose de sérieux. En ce qui concerne la taille, l'hybride est incontestablement le grand gagnant,
même si on le compare à un réflexe 100D de chez Canon. Et oui, vous voyez, bon, ça se joue pas à grand chose, mais quand même. Mais encore une fois, tout est une question de goût. Pour ma part, je n'ai pas besoin d'avoir un boîtier de petite taille. Par contre, dans une utilisation régulière ou même professionnelle, la prise en main de l'hybride n'est pas du tout un avantage. Profondeur de poignet, équilibre vers l'avant, etc., etc. Si vous avez des mains de bûcheron, vous aurez l'impression de jouer un petit peu à la maison de poupée. Donc, encore une fois, d'une personne à l'autre, les ressentis vont être vraiment différents et ça peut changer du tout au tout. Comme je l'ai dit ailleurs d'ailleurs, là où certains verront des avantages, d'autres y verront des inconvénients. En ce qui concerne le viseur électronique, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je vais essayer de faire court. Aujourd'hui, les viseurs électroniques ont tellement évolué qu'il serait vraiment malhonnête de dire qu'ils ne sont pas aboutis. On a vraiment affaire à des choses qui fonctionnent maintenant assez bien. Revenant du salon de la photo il y a 15 jours, j'ai eu le plaisir de tester le dernier Olympus Pen F et son viseur, réputé comme étant relativement bon. Un viseur électronique est quand même un petit peu moins réactif qu'un viseur optique. Un viseur optique, il n'a pas de réactivité. La seule limite à la réactivité, c'est celle de votre cerveau. Autant vous dire que ça va. Il n'y a pas trop de temps de latence. En dehors de ça, quand vous allez bouger avec un viseur électronique de manière très rapide, vous aurez comme un filet, comme quelque chose, voilà, un temps de réaction de la part de celui-ci. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez désagréable. C'est mon point de vue. Chacun y verra ce qu'il a envie d'y voir. Je fais partie de ces gens qui, au-delà du fait d'avoir l'habitude d'une visée réflexe, aiment s'immerger dans un viseur optique. Une partie du plaisir que je prends en photo, au-delà du fait de créer des images, ça réside aussi dans la satisfaction de regarder une scène à travers un prisme. C'est pas un jeu de mots que je fais. Quand je parle du prisme, je ne parle pas du pentaprisme, vous l'aurez compris, mais du prisme au sens médium du terme. Bref, regarder dans un viseur optique, c'est pour moi aussi et surtout une manière de regarder une scène, de s'immerger à l'intérieur, de choisir, de sélectionner ce qui doit être gardé ou pas. La sensation avec un viseur électronique peut être parfois un petit peu similaire, mais bien souvent, le plaisir du verre est 1000 fois plus grand. C'est mon avis, c'est ma perception des choses, et c'est quand même pour moi rédhibitoire. C'est extrêmement compliqué à expliquer, et je suis pas sûr que tout le monde comprenne ce que je dis, mais c'est pas grave. Pour simplifier un petit peu, je dirais que le viseur électronique c'est génial parce que ça donne plein d'infos supplémentaires, mais malheureusement, pour les gens comme moi, encore une fois je précise, ça gâche absolument tout le plaisir. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas besoin de voir en direct si ma photo est sous X, si elle est sur X, ou si elle est trop bleue, ou si elle est trop rouge, etc. Un collimateur, un réglage d'ouverture, d'ISO, de vitesse, une jauge en mode A pour la compensation d'exposition, et une jauge pour le mode M, et c'est tout. C'est tout ce qui me suffit. Je fais également partie de ces gens qui ne regardent quasiment plus le résultat de leur photo sur l'écran arrière. Car le rendu, je l'ai dans la tête. Je sais ce que va rendre ma photo. Alors, voir en direct le rendu de mon image, pour moi, c'est vraiment gadget. D'autres y verront un avantage énorme. La taille de certains viseurs électroniques nous laisse aussi parfois un petit peu sur notre faim. Alors attention lorsque vous achetez un modèle, regardez bien ce que donne le viseur. Voilà. Des fois ils sont un peu rabougris, ils sont un petit peu petits. Donc vous serez parfois un peu frustré. En tout cas quand on vient du réflexe, on est souvent frustré aussi par la taille des viseurs. Voilà. Tout dépend le prix que vous mettez dedans. Hein. Si vous mettez 300 € dans votre hybride ou si vous mettez 2000 € dans votre hybride, vous n'aurez pas la même chose, c'est clair. Autre inconvénient de l'hybride, lorsque vous achetez un hybride, vous achetez aussi la gamme d'optique qui va avec. Et quoi qu'on en dise, et même si des efforts herculéens sont faits par toutes les marques, la gamme optique des hybrides est moins importante et moins polyvalente. Même si depuis quelques années également, on voit l'apparition de focales fixes et d'optiques très haut de gamme. Pour pouvoir utiliser des optiques conçues pour les réflexes, on pourra le faire, il faudra simplement utiliser une bague d'adaptation, selon les modèles, selon les marques, etc. Entre 200 et 350 € tout de même, selon la qualité et les marques d'appareils photo. Et je vois pas trop l'intérêt de monter un 70-200 2.8 qui fait 1,5 kg sur un boîtier qui fait 300 g. Attention à la casse de la baïonnette. Non, rigolez pas, ça je l'ai déjà vu. Autre problème avec les bagues d'adaptation, environ une fois sur deux, selon les optiques, les compatibilités boîtier et parfois même les versions du firmware de l'appareil photo, eh bien on perdra certains automatismes comme la mise au point. Donc attention avant de vous lancer, ça peut être vraiment impactant.
Pour ce qu'on a dit sur le bruit, il y a quasiment maintenant sur la totalité des réflexes des modes silencieux, que l'on peut activer lorsqu'on est dans une situation qui l'exige. Exemple, photo d'oiseaux, ça peut faire peur à des oiseaux, ça peut le déclenchement peut être assez brutal, etc. Photo volée, lorsqu'on est dans une salle où il règne un silence de mort, pendant les mariages, à la mairie, etc. Il peut y avoir des situations où le bruit de l'appareil peut causer un petit souci. Cela ne le rend pas inaudible, mais quand même beaucoup plus discret. Bon, puis en plus, je connais pas beaucoup de photographes d'oiseaux qui travaillent avec un hybride. Remarquez, ça pourrait être drôle. En ce qui concerne le rapport qualité-prix, les réflexes ont quand même encore un petit avantage, puisqu'on pourra trouver des experts APS-C, je donne un exemple, à environ 800-900 €, donc tous ceux qui ont des 7200 chez Nikon, bon, ils se reconnaîtront pour les canonistes, etc. Pour avoir un équivalent hybride, on sera plutôt aux alentours au-delà du millier d'euros, et même parfois on peut grimper jusqu'à 2000 €. Et oui, parce que le fait d'avoir un boîtier tout mimi et puis un viseur électronique de la mort qui tue, qui bientôt va même nous donner des conseils de composition, enfin bref, là je m'égare, tout ça, ça a un prix, c'est pas gratuit. Et je vous parlerai pas non plus du dernier Alpha 7R deuxième génération qui a atteint le prix faramineux de 3600 €. Bon, c'est un ovni, bien évidemment, c'est pas une généralité dans le monde de l'hybride. Et de manière générale, les prix sont assez équivalents entre réflexe et hybride, même si on voit quand même un petit décalage. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais il va bien falloir que je m'arrête quelque part. Il y aura encore plein d'arguments qui pourraient s'affronter entre eux, et dans un monde où tous les goûts sont dans la nature, où chaque personne est différente, où chaque besoin est différent, eh bien il y aura toujours les partisans du pour et les partisans du contre. Je conclurai donc en recommandant les appareils photo hybrides à toute personne qui souhaite avoir quelque chose de compact, avec l'efficacité des meilleurs appareils photo. Si bien sûr, la sensation, on va dire, du viseur électronique ne les perturbe pas, et voilà, si les petits moins que j'ai cités, ou que vous pourrez trouver d'ailleurs, puisque chacun voit midi à sa porte, ne sont pas rédhibitoires. Et en ce qui concerne, comme moi, tous les inconditionnels du miroir, ne changez rien, achetez juste un sac un petit peu plus grand. Et n'oubliez pas qu'en photo, le matériel est ma foi vraiment secondaire, même si on prend plaisir à en parler. Et ce n'est pas le matos qui fait les photos. C'est pas le matos qui fait les émotions qu'on va mettre dans nos photographies. C'est pas le matos non plus qui fait l'expérience du photographe. J'ai un copain qui dit souvent, en photo, il ne faut pas forcément investir, mais s'investir. Mathieu se reconnaîtra. Ce n'est pas parce que j'ai un réflexe que je ferai de meilleures photos que mon voisin qui travaille avec un hybride, et inversement. Alors, prenez ce qui vous plaît et faites des photos, bordel de merde. N'oubliez pas de m'envoyer vos fichiers RAW avant la fin du mois de novembre pour la petite sélection. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous regardez les vidéos précédentes, donc les vidéos sur la couleur, j'en parle à chaque fois à la fin. Donc n'hésitez pas à aller voir de quoi je parle. Pour ceux qui savent mais qui ont besoin d'un rappel, brut_outlook.fr. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça coûte rien et bon, moi ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant ici, voilà, j'y arriverai jamais, main droite, main gauche, j'y arriverai pas. Et comme d'habitude, nous on se dit à la semaine prochaine, mercredi 11 h, et n'oubliez pas, partageons. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.